Le film Star Wars The Mandalorian and Grogu est enfin au cinéma, et je n'ai qu'une chose à dire, ce n'est pas la voix. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. The Mandalorian and Grogu n'est pas le pire film Star Wars. On n'y trouve pas d'extraterrestres caricaturaux comme dans La Menace Fantôme, ni de cauchemars où Palpatine aurait des relations sexuelles comme dans l'Ascension de Skywalker, et encore moins de crises de folie comme après un visionnage prolongé du Star Wars Holiday Special. En revanche, c'est sans doute le film Star Wars en live action le moins indispensable. Oui, même en incluant Solo, le premier véritable échec de la saga. Ce préquel était superflu, mais au moins son acte central, avec le jeune Lando et sa petite amie robot L337 se battant pour les droits des droïdes, était divertissant. The Mandalorian and Grogu offre quelques moments amusants, mais rien de vraiment original. Il s'agit simplement d'un épisode interminable de la série The Mandalorian sur Disney+. Ni bon, ni particulièrement important pour l'intrigue. Alors je comprends la logique qui a poussé Disney à sortir ce film, le premier Star Wars inédit en 7 ans. Visiblement paniqués par les réactions de plus en plus mitigées à la post-logie, les responsables de la saga souhaitaient un retour au cinéma aussi sûr que possible. The Mandalorian a su résumer l'attrait principal de la saga à un simple guerrier masqué avec un bébé Yoda. Il était donc logique de s'inspirer de ce succès du streaming pour un film. Les difficultés récentes du MCU ont démontré les limites de l'équilibre entre continuité entre film et série, et l'objectif était de créer un film qui puisse se regarder indépendamment de la série. Il fallait que ce film plaise à tout le monde, et il est vrai que certaines scènes avec l'adorable Grogu, alias bébé Yoda, y contribuent sans doute. Mais à force de vouloir plaire à tous, le film finit par devenir fade et sans saveur. Alors, de quoi parle exactement le film? Si les bandes annonces ne vous donnent pas une idée précise, c'est compréhensible. En fait, l'intrigue est plutôt mince. Din Djarin travaille désormais pour la Nouvelle République afin de traquer les derniers dirigeants impériaux. Ici, sa mission est en quelque sorte secondaire, libérer Rota le Hutt, le fils de Jabba, emprisonné sur Shakari, et l'amener sur Nal Hut, la planète natale des Hutt, en échange d'informations sur l'un de ces impériaux. Sans cet échange d'informations, cet impérial se révèle étonnamment facile à trouver, ce qui donne lieu à une trahison prévisible et à quelques affrontements. Grogu est également présent et se montre parfois utile. Voilà pour le film. Cette histoire simple aurait pu donner un épisode divertissant de The Mandalorian, voire un diptyque acceptable. En tant que film, il s'étire en longueur, et ma principale réaction est... C'est tout. Il est tout à fait acceptable de privilégier la simplicité, surtout après la façon dont la saison 3 de The Mandalorian s'est enlisée dans les détails de l'histoire. Mais lorsqu'on adapte une série en long métrage, on s'attend à quelque chose de spécial, et ce film ne parvient pas à justifier son statut d'expérience cinématographique. Je trouve les problèmes du scénario de Jon Favreau, Dave Filoni et Noah Clore particulièrement agaçant. Il est extrêmement répétitif, expliquant tout de la manière la plus évidente qui soit. Est-ce fait pour les spectateurs distraits qui regardent le film sur Disney+, ou est-ce l'inverse, pour s'assurer que ceux qui n'ont pas Disney+, comprennent? Est-ce une tentative de simplifier à l'extrême une histoire déjà simpliste pour les jeunes enfants? Et si c'est le cas, pourquoi le film est-il classé PG-13 aux États-Unis? Ce serait une chose si le film privilégiait la forme au détriment du fond, mais ici la forme est loin d'être au rendez-vous. The Mandalorian a réussi à apporter des effets spéciaux impressionnants à la télévision, mais même en IMAX, The Mandalorian et Grogu ne donnent pas l'impression d'être une véritable transformation pour le grand écran. Bien que le film offre quelques moments visuellement impressionnants, les droïdes en stop motion animés par le légendaire Phil Tippett sont particulièrement remarquables, la photographie est souvent trop sombre et terne pour être vraiment visible. Pendant au moins un combat, je me suis dit, ce serait peut-être plus intéressant si je pouvais voir ce qui se passait. Et une grande partie des effets spéciaux rappellent les excès les plus disgracieux des préquels. Le seul point fort constant du film est sa musique. Le compositeur Ludwig Göransson continue de maîtriser à la perfection cette facette de l'identité musicale de la galaxie, totalement distincte des anciens thèmes de John Williams. Mes problèmes avec ce film se résument à une chose, je n'aime tout simplement pas Rota le Hutt. Je sais que le dessin animé Clone Wars mettait déjà en scène des Hutt parlant notre langue, mais ça sonne toujours bizarre à mes oreilles, et Jeremy Allen White n'arrive pas à insuffler la moindre vie ni personnalité à ces dialogues répétitifs et simplistes. Voir Grogu, toujours une marionnette ou animé pour ressembler à une marionnette, interagir avec Rota qui semble tout droit sortir des années 2000 est tout simplement incongru. Dave Filoni veut absolument faire de cet extraterrestre la prochaine star, au point de faire dire à son autre extraterrestre, Zeb, j'aime bien ce gamin, pour donner son approbation. Mais ça ne marche pas.
Avec son nom ajouté au titre, on pourrait s'attendre à ce que Grogu ait plus d'influence, mais sa présence si importante dans le film met en évidence ses faiblesses. On le voit certes jouer un rôle plus actif dans les scènes d'action, comme lorsqu'il se lance à la poursuite de Rota dans une poussette qui semble filer à la vitesse d'un pod racer, mais le film ne lui inflige quasiment jamais de conséquences négatives pour son impulsivité. Du coup, le voir faire des bêtises à chaque fois sans en subir les conséquences n'a rien de nouveau. La série The Mandalorian évite en grande partie d'interroger cette dynamique en utilisant Grogu comme point central du parcours de Din Djarin, forçant le chasseur de primes à faire des choix et à évoluer en fonction de sa relation avec le petit être vert. Cela signifie que le film a dû faire preuve d'autant plus de créativité pour tirer une histoire intéressante de l'interaction de Grogu avec le monde à travers les moyens dont il dispose. Et bien peu de choses s'élèvent au-dessus de l'appâtage du public avec ses roucoulements ou son ventre affamé. Din Djarin, de son côté, n'a jamais vraiment de raison de sous-estimer les capacités innées de Grogu ni sa compréhension encore fragile des idéaux mandaloriens. Son besoin occasionnel de modifier sa stratégie en fonction de son compagnon imprévisible se résume donc, généralement, à un simple passage au plan B. De ce fait, Pedro Pascal, la voix de Din Djarin, paraît un peu raide, car les événements ne lui offrent que très peu d'occasions de nuancer son jeu et de s'éloigner du calme caractéristique du Mandalorien. Les deux personnages sont incroyablement compétents et se comprennent déjà parfaitement au début du film. Le scénario semble totalement désintéressé de toute prise de risque. C'est un Star Wars des plus apathiques et je ne peux m'empêcher de remarquer que cela contribue à en faire le film le plus ennuyeux de la saga à ce jour. Mando est avant tout un combattant au corps à corps, mais ses combats sont ici un peu difficiles à appréhender. Le film privilégie largement les affrontements entre Mando et des créatures et droïdes en images de synthèse dans des espaces restreints, ce qui oblige souvent Favreau à chercher les bons angles pour mettre en valeur le travail de Brandon Wayne et Lateef Crowder, les acteurs qui incarnent Mando physiquement, et à retranscrire la créativité et la brutalité de Din Djarin lorsque les cartes de sa bac sont posées. Il semble inévitable que, dans les années à venir, la critique la plus courante adressée à The Mandalorian et Grogu soit qu'il s'agit soit d'une saison tronquée de la série télévisée, soit d'un épisode trop long. Il est important de replacer cette idée dans son contexte et d'expliquer pourquoi l'idée de reprendre les meilleurs moments de ce qui aurait pu être la saison 4 de The Mandalorian et d'en faire un film est voué à l'échec. Les saisons de 8 épisodes de The Mandalorian ont le luxe de développer les histoires sur 7 ou 8 heures, chaque épisode offrant une plus grande liberté pour ajuster le rythme de chaque chapitre, les conventions du genre et l'impact des circonstances sur l'évolution des personnages à long terme. Un film ne dispose que d'environ 2 heures pour cela. 2 heures et 12 minutes dans ce cas précis, ce qui exige beaucoup plus de concentration et de rigueur dans la gestion des enjeux et du rythme du récit. D'un point de vue structurel, The Mandalorian et Grogu oscillent constamment entre ces modes narratifs, avec des à-coups dès le départ et sans aucune volonté manifeste de pérenniser quoi que ce soit. La scène d'ouverture montre Mando et Grogu traquant un seigneur de guerre impérial sur une planète enneigée, mais hormis quelques minutes durant lesquelles Mando arpente les couloirs et élimine des Stormtroopers, cette séquence se révèle totalement déconnectée de la suite et fait davantage office de prétexte que de coups de feu. Chaque scène semble n'avoir d'autre utilité que de nous faire passer à l'étape suivante de la mission et de minimiser les risques pour Favreau et Filoni, s'ils décident de poursuivre cette sous-franchise. The Mandalorian et Grogu, pour reprendre une expression de X-Files, est un épisode monstre de la semaine et non un épisode fondateur de la mythologie, ce qui, pour un événement cinématographique majeur mettant en scène le duo, apparaît comme une grave erreur de jugement. Aussi déconcertant que soit l'absence de la quasi-totalité des acteurs de la série dans le film, mis à part quelques brèves et peu convaincantes apparitions, certains personnages secondaires parviennent à insuffler un peu de vie à l'histoire. La colonelle Ward, interprétée par Sigourney Weaver, est là uniquement pour confier ses missions à Mando et lui faire part de ses impressions. Mais si vous cherchez une commandante inflexible, capable de se jeter dans un X-Wing aux côtés des jeunes recrues au moment crucial, difficile de trouver mieux que Weaver et son charisme naturel. Le seul véritable tour de force de The Mandalorian and Grogu, le seul moment palpitant du film, est peut-être l'exemple le plus flagrant de l'incapacité du reste du film à exploiter l'univers Star Wars pour lui donner de la profondeur, c'est l'équipage des minuscules Anzellan qui arrive à mi-parcours pour modifier le nouveau vaisseau de Mando, le Razor Crest. Ces petits babus frics finissent par participer à la plupart des scènes d'action qui suivent et, croyez-moi, ce sera la seule chose du film dont je me souviendrai avec un réel plaisir la semaine prochaine. Ce n'est pas seulement grâce à leur marmonnement hilarant et à la merveilleuse animation qui leur donne vie. À travers les Anzellan, nous avons l'occasion de sortir de la perspective fade et édulcorée de Mando et de voir à quoi ressemble la vie de ces travailleurs acharnés et compétents à quelques centimètres du sol.
Il possède un minuscule vaisseau spatial dans lequel Grogu paraît gigantesque. Et, abstraction faite du caractère absurde de cette image, c'est l'un des seuls moyens efficaces dont dispose le film pour illustrer l'idée que Grogu grandit. Lentement, mais s'affirme. C'est un beau 4 sur 10 pour moi. Vous pouvez ajouter 1 ou 2 points à ma critique si vous considérez ce film comme un simple épisode, certes long et assez mineur, de la série. Mais ce film a pour ambition de relancer Star Wars au cinéma et c'est donc sur cette base qu'il est jugé. Ces films ont toujours comporté des risques et de l'ambition, à leur meilleur comme à leur pire. Et un film aussi dépourvu de ses qualités ne peut qu'être décevant, voire ennuyeux. Je me souviendrai toujours de la première diffusion sur Disney+, de The Mandalorian, qui a notamment marqué les esprits par sa capacité à recréer la magie de la trilogie originale tout en traçant sa propre voie dans la galaxie après la chute de l'Empire Galactique. Malheureusement, ce film, qui marque le retour de Star Wars après 7 ans d'absence, s'enlise presque immédiatement dans une nostalgie complaisante dont il peine à se sortir. C'est vraiment dommage, et je peux vous dire que autour de moi dans la salle de cinéma, il y avait quelqu'un qui était en train de dormir. Je l'entendais ronfler pendant tout le film. Il s'est endormi après une demi-heure. Facile. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, et surtout, que la force soit avec toi. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.